Les organisateurs, à commencer par M. Marc Yao et son équipe, M. Cohen. Remercier également M. Kambuza et tous ceux qui ont fait main de pied pour que cette conférence se tienne aujourd'hui. Du moins cette fois se tienne, cette fois africaine, au sein de laquelle nous sommes conviés à donner quelques renseignements sur l'investissement en Afrique et notamment l'investissement immobilier et financier. Je ne saurais commencer à faire cet exposé sans me présenter puisque la présentatrice a commencé. Je suis donc Zéouri Paul Arnaud Bertin, je suis notaire. Je suis précisément notaire titulaire de la 48e charge auprès de la Cour d'appel d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Je suis également enseignant à l'université. Préalablement à la charge de notaire à Abidjan en Côte d'Ivoire, je suis d'abord pendant plus de 15 ans à Paris où j'ai un cabinet d'exercice notarial sur la place de la République au 156 rue du Temple depuis l'année 2007. Et donc les deux offices, les deux cabinets travaillent en synergie sur le continent africain et dans l'Hexagone pour faciliter, si vous voulez, l'investissement de part et d'autre et pour assurer tous ceux qui naguère avaient quelques inquiétudes à prendre des initiatives en matière d'investissement immobilier et financier. Voilà donc, à Paris, je suis donc au sein du cabinet représenté par des juristes, à la tête desquels se trouve Madame Zéouri Patricia, qui est donc juriste spécialiste de la gestion du patrimoine. Elle est donc à la tête d'une équipe qui, depuis le début de cette foire, tient à votre disposition un stand pour vous renseigner sur ce que vous propose le cabinet d'exercice juridique notarial à Paris sur la gestion du patrimoine. Nous vous renseignons également sur l'office notarial à Paris, au plateau, qui donc travaille avec ce autre cabinet. Je salue donc les collaborateurs qui ont tout fait pour que nous soyons ici. Concernant le thème de la conférence que les organisateurs nous ont demandé d'animer, il s'agit d'investir en Afrique, notamment comment acquérir un bien immobilier dans son pays d'origine en toute sécurité sur les plans juridiques et financiers. Voilà. Ce thème, il intéresse toute la population que nous sommes ici, aussi bien africains que non africains. Je vais donc me faire fort de le développer, pas seulement sous le prisme du notariat, de la pratique notariale, à savoir la rédaction des actes. Je crois que vous savez plus ou moins comment ça se passe. J'aimerais d'abord, avant d'arriver donc à cet essentiel, vous donner la nouvelle d'Afrique, parce que je suis arrivé hier et je suis en Afrique donc depuis l'ouverture de l'office notarial, dans un continent en plein mouvement, dans un continent en plein réveil, et c'est le notaire qui va vous renseigner aujourd'hui sur les vraies nouvelles de notre continent. Je commencerai donc par vous parler des performances économiques de l'Afrique en général. Ensuite, je parlerai des performances économiques d'un petit pays qui est en train de s'élever, l'éléphant d'Afrique, la Côte d'Ivoire, qui est le pays auquel je suis attaché. Après quoi, je parlerai comment donc acquérir un bien immobilier là-bas en Afrique en toute sécurité juridique. Donc voici les 3 points que je vais avoir à développer. S'agissant des performances économiques de l'Afrique en général, sachez qu'après l'Asie, le Brésil ou la Russie, le continent africain est en passe de devenir le prochain pôle émergent. Il y a un rapport que j'ai lu qui s'appelle le Bright Continent du cabinet Oxford Economics
qui a publié un classement des villes africaines à fort potentiel de croissance dernièrement. Et donc, d'après ce rapport, de 2012 à 2030, la hausse du PIB annuel de l'Afrique serait légèrement supérieure à celle de l'Asie, soit à 4,8 contre 4,6 du PIB africain. Voici une première bonne nouvelle. Et les grandes villes verraient donc leur population se développer sur le continent. Avec près de 300 millions d'habitants en plus d'ici à 2030. Le continent donc a tout, je vous le dis, pour être le prochain marché de consommation de masse dans le monde. Par exemple, le Nigeria, la seule ville de Lagos, comptera 25 millions d'habitants en 2030. Selon donc le cabinet dont je viens de parler, qui est un cabinet anglais de renommée, les 5 villes à forte croissance sont Johannesburg de l'Afrique du Sud, le Caire d'Égypte, Luanda de l'Angola, Lagos donc du Nigeria et le Cap d'Afrique du Sud. Alors donc, je vous le disais, parmi toutes ces villes, d'ici 2030, le Nigeria, la ville de Lagos, est annoncée pour être l'une des villes les plus peuplées sur le continent. France, le pays dans lequel nous sommes actuellement, a effectivement un très fort potentiel à développer et donc il est important de lui faire un clin d'œil pour savoir dorénavant quels sont les rapports que nous allons avoir, nous allons développer avec le continent, j'allais dire mère, puisque, pardon, le pays mère, je vais dire la France. Donc, il faut savoir que plusieurs rapports ont démontré que sur le continent, la France fait plutôt aujourd'hui figure de roue. Parce que, pour des raisons historiques sans doute, mais aussi pour des raisons, j'allais dire, de proximité, parfois linguistique, parfois culturelle, la France a plutôt tendance à minimiser le grand dragon qui se dessine en Afrique sous nos yeux dans les prochains jours. Et j'ai envie de paraphraser un écrivain célèbre qui disait, je cite, on a vu venir la Chine, on a vu venir l'Asie, mais l'Afrique ne nous surprendra pas. Je crois que ce dicton n'a pas été entendu suffisamment, en tout cas d'après les experts que j'ai lus, ce dicton n'a pas suffisamment été entendu par nos amis les Français qui sur le continent ont toujours tendance à se croire chez eux et ne font aucun effort pour entretenir des relations d'égal à égal qui leur permettraient de glaner des marchés importants. Donc c'est un clin d'œil à nos amis les Français pour qu'ils se réveillent parce que l'Afrique est en éveil et elle marche très fort. Alors, néanmoins, malgré ce, j'allais dire, pessimisme à la française que nous appelons à changer rapidement, il y a des pionniers comme le groupe Total, Bolloré, CFAO ou Pernod Ricard qui sont très bien implantés là-bas et qui croient que depuis 3 ou 4 ans que l'Afrique c'est véritablement le futur émergent, c'est véritablement le futur pôle d'investissement. Il y a également les groupes comme Saint-Gobain, Carrefour, Sanofi, Danone ou L'Oréal qui croient dans cette bataille. Quant à tous les autres qui sont assis à Caen, à Lyon, à Paris et autres qui n'ont jamais voyagé et qui pensent que l'Afrique est encore loin de nos devenir, nous leur disons il est temps de se dépêcher. Voyez, Carrefour, le groupe Carrefour va bientôt s'installer dans la ville d'Abidjan et l'objectif donc de ce groupe à atteindre dans l'immédiat, c'est 1 milliard d'euros de revenus d'ici à 10 ans. Le supermarché, le premier supermarché de Carrefour en Afrique, je vous l'annonce pour ceux qui sont ivoiriens et amis de la Côte d'Ivoire, proches de la Côte d'Ivoire, que Carrefour ouvrira le premier hypermarché en Afrique subsaharienne en 2015. Voilà. Et ce n'est pas Michel Akadi, le PDG de DHL Express, qui est en Côte d'Ivoire, en Afrique, pardon, depuis les années 70, qui me contredira. Lui, au contraire, il pense que
les investissements en Afrique, les investisseurs en Afrique ont devant une forte croissance à 15% par an. Une forte croissance à 15% par an. Vous voyez, je vais exposer les performances du continent tout entier. Mais je vais faire un petit clin d'œil, mais juste une minute, à la Côte d'Ivoire, qui, après donc une crise sociopolitique profonde, grave, vient à la faveur d'une normalisation sociopolitique et institutionnelle d'entreprendre un processus de reconstruction et de réhabilitation des infrastructures et des superstructures de base. L'activité économique en Côte d'Ivoire connaît donc une vraie reprise, et ce n'est pas juste des mots en l'air, une reprise avec un taux de croissance qui est estimé aujourd'hui à 8,6% en 2012 et projeté, je vous le dis, à 8,9% pour 2013 et 9,80% pour 2015. La réalisation de ce taux de croissance suppose la consolidation du processus donc, de réconciliation Carrefour en Côte d'Ivoire, mais là n'est pas mon propos. L'accélération des réformes visant à améliorer le climat des affaires pour que le secteur privé puisse jouer un rôle moteur dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Donc, il est important de dire que la Côte d'Ivoire devait tirer un meilleur parti de ses importantes ressources naturelles, d'une part en accroissant la part de ses produits agricoles, c'est-à-dire le secteur primaire, mais également en développant le secteur secondaire, c'est-à-dire les industries légères et autres, en également mettant l'accent sur le secteur tertiaire, c'est-à-dire les différents services, mais également en renforçant ses capacités institutionnelles et humaines par l'amélioration de la transparence dans la gestion des ressources fossiles et minières. Donc, sachez que la reprise de l'activité économique au sortir de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire a été plus importante que prévu. Le regain de confiance chez les opérateurs économiques, consécutif à la normalisation de la situation sécuritaire et à la multiplication des efforts de paix, se trouve ainsi donc confirmé. J'insiste, je demande si possible l'attention des uns et des autres sur les propos qui vont suivre. Donc, après une baisse de 4,7% en 2011, sachez que le PIB, le produit intérieur brut, a connu en 2012 en Côte d'Ivoire une croissance estimée à 8,6% qui est soutenue par des investissements publics, et la reprise finalement de la consommation. Vous parlez de l'immobilier en tant que tel. Puisque je suis notaire et puisque ma judicature s'exerce non seulement sur le droit de la famille, le droit des affaires, mais essentiellement sur le droit foncier et immobilier, j'aimerais vous parler de cet investissement. Mais je ne vous parlerai pas de cet investissement sous le prisme du notaire, c'est-à-dire l'acte notarié, les hypothèques et autres. Je vous en parlerai probablement à la fin d'un mot. Mais ce que j'aimerais vous dire surtout, c'est de vous dire qu'il n'y a pas que l'immobilier comme investissement. Et qu'en Afrique et ailleurs, mais en Afrique surtout, nous devons savoir qu'il y a également d'autres moyens d'investissement. Voilà pourquoi j'aimerais que vous vous posiez la question de savoir si l'immobilier en Afrique est un placement à risque ou non. L'immobilier en Afrique est-il ou non un placement à risque? Je voulais donc souligner par cela la spirale inflationniste qui s'est emparée des villes comme Casablanca, comme Johannesburg, comme Abidjan, comme Dakar, comme Yaoundé, comme Nairobi. Je veux dire, les prix ont beaucoup grimpé dans ces villes-là. Donc, autant dire que lorsque les prix grimpent, ça veut dire qu'il y a beaucoup de capitaux qui circulent dans ces capitales-là, dans ces villes-là. Donc, une partie de ces capitaux se trouve entre les mains de la classe émergente. Alors, pourquoi les ménages en Afrique? Pourquoi les ménages en Afrique, ainsi que les émigrés, c'est-à-dire nous qui vivons à l'étranger? Pourquoi continuons-nous donc d'orienter notre placement vers la pierre, alimentant donc une spéculation
immobilière dangereuse et assez stérile. Alors qu'il y a les différentes bourses régionales des valeurs immobilières. Il y a par exemple en Afrique de l'Ouest la BRVM, la bourse régionale des valeurs immobilières, qui elle, à côté de l'immobilier, peine à attirer l'épargne locale dans les mêmes proportions que l'immobilier. Notons qu'on suppose ici que les loyers perçus par la maison de 150 mètres carrés valent aux dividendes de l'action Sonatel sur toute la période considérée. En somme, sur les 10 dernières années, l'immobilier en Afrique fut un placement rentable, effectivement. Mais les actions l'ont pu encore plus. Ceci donc rejoint les conclusions de diverses études qui ont été menées par la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan sur les économies développées qui montrent que sur le long terme, les placements en bourse ont un rendement plus élevé en moyenne. À titre d'exemple, sur la même période de 10 ans, vous voyez, le CAC 40 a progressé de 90%, tandis que l'immobilier a bondi seulement de 53% en France, voyez-vous. Donc, l'investissement dans les valeurs mobilières apparaissent donc des concurrentures à l'immobilier et parfois même, il y a lieu de se poser des questions de savoir si l'immobilier reste une valeur refuge sûre. Mais il y a cette idée qui reste et à laquelle on s'attache parce que c'est la tradition, parce que c'est comme ça. La pierre, dit-on, est plus solide. L'argument donc, de loin, le plus populaire en faveur des placements en action est qu'ils sont risqués. On nous dit toujours que les actions, le placement en action est risqué. Et c'est indéniable, j'ai envie de vous le dire. L'effondrement des grandes bourses mondiales depuis l'été 2007 atteste donc de cette réalité. Alors, il y a un autre exemple. De 98 en 2007, le rendement brut annuel moyen du nickel a été négatif, moins 1,77%. Et pour tempérer ce chiffre, j'ai envie de rappeler que c'est toute la période. Dans leur monnaie, le CAC 40, le Nasdaq et le Dow Jones réalisaient respectivement 8,2%, 11,75% et 10,60% en rendement brut annuel moyen. Et même si pour l'instant, nos bourses des valeurs mobilières n'ont pas encore connu de crise aussi forte que celle, aussi spectaculaire que celle connue en Occident, nul ne peut assurer que cela n'arrivera jamais chez nous. On a le droit donc de se poser si la question de savoir si l'Afrique serait immunisée contre le choc immobilier. Nous n'avons pas de statistiques fiables et détaillées sur l'immobilier sur le continent, il est vrai, ni même dans la sous-région ouest africaine. Toutefois, le risque est réel que la production mondiale du crédit, la baisse du crédit touche toute la zone africaine et également limite les capacités financières des acheteurs potentiels, affectant du coup négativement le marché de l'immobilier. Les conséquences seront donc lourdes. En effet, l'achat d'un bien immobilier représente souvent des remboursements de prêts sur des dizaines d'années et pour des montants conséquents. Si une partie importante de la population urbaine active et entreprenante se retrouve fortement appauvrie par l'effondrement de la valeur de son actif principal, c'est-à-dire la maison, cela risquerait de freiner notablement la croissance économique et d'entraver le développement du continent. En tout état de cause, toute analyse faite des pour et des contre, la bourse est plus liquide. La comparaison entre investissement mobilier et immobilier ne s'arrête donc pas là. Au-delà des taux d'intérêt bancaire élevés en Afrique, 10% étant un taux courant, c'est-à-dire quand vous voulez acheter un bien immobilier, vous avez recours à un prêt, c'est minimum 10% de taux de base bancaire. Je vous en parlerai. Et également le risque de loyer impayé, des dégâts et détériorations diverses. Il existe donc 3 inconvénients majeurs de l'immobilier comme produit financier face aux actions et obligations. En somme, durant les 10 dernières années, l'immobilier en Afrique fut un placement rentable, mais les actions le furent également. Donc du couple, placement, risque. Alors, sachez que, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes tous attachés à des aspects non financiers de l'immobilier, comme par exemple le statut social,
l'évolution de la famille, on a envie de montrer qu'on a une maison, on a envie de montrer qu'on est attaché au public de famille à travers notre logement. Également, on a envie de prouver des goûts esthétiques à travers une maison. Tous ces éléments interviennent souvent fortement dans les décisions d'achat ou de vente des logements. Toutefois, il faut savoir que d'un point de vue strictement financier, les ménages peuvent choisir entre investissement financier et immobilier en faisant attention au binôme risque-rendement. Voilà un peu ce que j'avais l'intention de vous dire concernant l'investissement immobilier et des situations alternatives. C'est-à-dire, vous avez à côté de l'immobilier des actions qui ont un rendement parfois élevé, mais un marché liquide, un marché fractionnable, des risques élevés certes, des risques d'évaluation certes, un rendement et un capital non garanti. Vous avez aussi les obligations. Marché peu risqué également, rendement et capital garanti, marché fractionnable, faible rendement certes. Et vous avez l'immobilier enfin qui a un rendement élevé, le marché est très peu liquide et les risques ici sont très maîtrisés. Voilà un peu la différence entre les trois. À vous de choisir. Lorsque vous avez de l'argent, il ne suffit pas d'aller tête basse pour plonger dans l'immobilier et après trouver des coupables au pays. Vous pouvez choisir de placer votre argent dans autre chose que l'immobilier. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, ce que vous attendez, c'est probablement quelle est la procédure d'acquisition d'un bien immobilier en Afrique. C'est de ça que je vais parler pour terminer. Donc, il faut savoir que c'est un peu complexe. Ce n'est pas le même schéma qu'ici, il faut l'avouer. Parce que tout commence par une rencontre entre un pseudo-professionnel. Un pseudo-professionnel, je dis, un certain agent immobilier qui n'a pas de nom, parce qu'il n'est immatriculé nulle part. Chez nous au Maroc, on les appelle les samsars. C'est comme ça qu'on les appelle au Maroc, les samsars. Chez nous à Abidjan, on les appelle les démarcheurs. Vous voyez? Donc avec ces gens-là, vous entrez en relation. Faites attention parce qu'ils peuvent vous induire en erreur sur vos droits et vous faire prendre des risques colossaux. Vous ne serez pas en mesure ensuite de vous retourner contre eux. Vous devez jouer une quelconque assurance parce qu'ils n'en ont pas. Ils sont inscrits nulle part. Il faut donc s'adresser vraisemblablement à des agences véritablement disposant d'un registre de commerce, des agences régulières. Et avant de procéder à tout achat immobilier, un compromis de vente, une promesse de vente, il vaut mieux se faire conseiller par un avocat, a fortiori un notaire en fonction des pays. Alors, il faut savoir que lorsque vous négociez avec l'agent immobilier, il vaut mieux qu'il y ait un mandat écrit. Là, je vous parle du mandat immobilier régulier. C'est lui qui a un registre de commerce qui paye ses impôts. L'autre, il ne faut même pas traiter avec lui. Il faut un mandat écrit afin que les choses soient claires. Il faut éviter, en général, de lui conférer l'exclusivité. Faites des mandats non exclusifs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que seul cet agent puisse rechercher des biens pour votre compte. Sachez que la commission de rémunération de cet agent peut se négocier. Elle s'élève normalement à 5% du prix de vente et elle est due à part égale en principe entre l'acheteur et le vendeur, au Maroc bien sûr, mais elle peut aller jusqu'à 10%, voire plus en Côte d'Ivoire. Et paradoxe du paradoxe, en Côte d'Ivoire, les 10% ne sont pas dus par l'acquéreur comme ça se fait ici ou comme ça se fait ailleurs, les 10% sont dus par le vendeur. Alors on prend prétexte du fait que la personne qui est liquide dans ce moment, c'est le vendeur. C'est lui qui vient de recevoir des sous. On ne comprend donc pas pourquoi on irait demander de l'argent à celui qui vient d'en dépenser. Donc, les agents immobiliers, et parfois ceux qui ne sont pas immatriculés, peuvent vous demander un commissionnement allant jusqu'à 15%. Mais 10% c'est l'usage. Quels sont les renseignements à obtenir? Alors, je vous disais qu'il faut préférer acheter des biens titrés plutôt que des biens qui ne sont pas titrés. Au Maroc, les biens non titrés, on les appelle les melk, les biens melk. Ce sont des biens qui ne sont pas titrés ou qui sont en cours d'immatriculation. En effet,
Seuls les biens titrés assurent la protection juridique satisfaisante vis-à-vis de la revendication des tiers. Du reste, le processus d'immatriculation d'un bien non titré est long, compliqué et source de contentieux dans tous nos pays, il faut le savoir. Avant donc de signer quoi que ce soit, il faut au minimum demander le certificat de propriété, qui est un document au Maroc, écrit en langue arabe et qui peut être traduit. C'est également un document en Côte d'Ivoire qui est délivré par le cadastre, c'est-à-dire c'est le document sur lequel on inscrit les hypothèques et les charges qui pèsent, qui grèvent nos biens. Ce document peut être fourni soit par le propriétaire lui-même, mais également par tout notaire qui peut l'obtenir en consultant le fichier central. Mais il faut également insister pour connaître les renseignements d'urbanisme auprès de l'agence urbaine ou en Côte d'Ivoire, auprès des mairies et autres administrations, conseils généraux. Cela permet de savoir quels sont les droits en la matière qui s'appliquent sur le terrain que vous voulez acquérir ou sur la maison que vous achetez. C'est toujours bon de savoir si dans une zone on peut surélever son habitation ou si on est astreint à un nombre d'étages limité. Pour obtenir la note de renseignement, il est nécessaire d'avoir un pouvoir spécial du propriétaire. Il est également nécessaire d'avoir un plan cadastral, un plan de situation, un certificat de propriété, je disais, et la copie de la pièce d'identité du propriétaire. Je voulais parler maintenant des actes juridiques d'achat. Généralement, on commence dans l'immobilier ancien. Je vous dirai un mot de l'immobilier dans le neuf tout à l'heure, les promotions immobilières. Dans l'ancien, par un compromis de vente. Le compromis de vente, c'est une promesse de vente et d'achat de la part de chacune des parties. Autrement dit, les deux parties conviennent sur la chose et sur le prix de manière ferme et définitive. Sauf évidemment qu'on peut tolérer que dans un compromis, il y ait des conditions suspensives d'obtention d'un prêt bancaire. Voilà, le compromis doit prévoir que la vente ne portera que sur le bien que libre de toute hypothèque ou prénotation. En Côte d'Ivoire, nous sommes un pays francophone et c'est la seule langue officielle qui vaut, écrit en français. Au Maroc, l'acte peut être écrit en arabe, ainsi que dans les autres pays anglophones et autres. Le notaire peut être celui du vendeur, mais il peut également être celui de l'acquéreur. Dans l'éventualité, si le vendeur souhaite imposer son notaire, on pourra donc demander au conseil du notaire d'intervenir à toutes les 5 conseils en se faisant rémunérer par son client. Je précise que le notaire conserve les fonds, en principe, il conserve les fonds de l'acheteur jusqu'à l'inscription de la vente sur les livres fonciers tenus à la conservation foncière. C'est le notaire qui se charge de payer les impôts afférents au vendeur s'il demande de se garder. Sinon, il conserve les fonds jusqu'à ce que le vendeur lui ramène le justificatif de paiement. Un clin d'œil aux frais d'achat, parce que vous avez envie de savoir. Les frais qui s'appliquent sur le continent. Je n'ai pas étudié toutes les situations, mais on est plus ou moins dans la même fourchette. Les droits d'enregistrement au Maroc, ils sont de 4% liquidés sur la base du prix de vente pour les biens construits. 6% pour les terrains nus. En Côte d'Ivoire, ils sont de 6% du prix de vente pour les biens aussi bien construits que les biens non construits. Au Tchad, ils sont de 15% du prix de vente pour les biens construits, 10% pour les terrains nus. Les constructions nouvelles affectées à la résidence principale sont exonérées pendant 5 ans, suivant les rachèvements. Soumis à la taxe d'habitation, PTR au Maroc, autour de 10,5% en ville et de 6,5% ailleurs, sur la base de la valeur locative. En ce qui concerne les revenus fonciers, les revenus tirés de la location du bien, ils sont imposés au Maroc indépendamment du lieu de résidence du propriétaire. Pour un revenu de 100%,
L'impôt ne s'applique qu'après un abattement de 40%. Donc l'impôt frappe uniquement 60% de votre valeur locative. En ce qui concerne uniquement 60% de votre valeur locative. En Côte d'Ivoire, on parle de l'impôt sur le patrimoine foncier qui est de 11%. Impôt sur le patrimoine foncier, 11%, et de l'impôt sur le revenu foncier, c'est-à-dire l'impôt qui frappe les loyers que vous pouvez tirer après avoir mis votre bien en location. Voilà. Les revenus fonciers sont également soumis à la contribution sociale de solidarité dans tous les pays de la zone ouest africaine, mais également au Maroc. Et sachez qu'en cas de vente du bien immobilier, l'impôt est fixé au taux libératoire de 20% avec un minimum de perception fixé à 3% du prix des ventes. J'aimerais terminer sur ce petit exemple, et j'en ai fini, pour parler de l'immobilier neuf. Alors, on peut acquérir dans l'ancien, c'est vrai, mais sur le continent et surtout dans la zone subsaharienne, l'acquisition dans l'ancien est assez rare parce que les constructions qui ont été faites jusqu'ici n'étant pas suffisamment solides et entourées de toutes les garanties de droit en la matière. C'est donc le lieu de vous dire que le continent est convoité par plusieurs promoteurs immobiliers qui commence à construire des immeubles en copropriété, soit verticale, soit horizontale. Et vous avez compris, j'ai rencontré un exposant tout à l'heure du Cameroun qui a participé récemment à améliorer le droit de la copropriété au Cameroun. Le continent est de plus en plus en train de développer la thématique de la copropriété horizontale, de telle manière que, au lieu d'occuper des espaces en copropriété verticale, que chacun construit sa petite baraque là où il veut et en désordre, sans tenir compte des règles d'urbanisme qui existent, qui sont écrites, qui sont dans nos lois, mais qui ne sont pas appliquées. Il vaut mieux, dorénavant, qu'on se serre les coudes et qu'on fasse comme ici et qu'on construise des immeubles de grande hauteur, moyenne hauteur, de manière à héberger plusieurs personnes dans le même immeuble, ça coûterait beaucoup moins cher. Donc, vous, dans ces conditions-là, vous allez vous adresser à un promoteur. Lequel promoteur, préalablement, a négocié le coût du terrain, je l'espère. Il a négocié le coût de son terrain, il a même parfois acheté, il a même parfois obtenu le crédit promoteur. Il s'est adressé à une banque qui lui a donné le crédit promoteur. Tout ce que le promoteur demande, c'est que les accidents, les futurs accidents de la propriété puissent souscrire l'achat de logements en versant sur un compte séquestre 20% du coût de la maison de manière à signer un contrat de réservation. Une fois que les contrats de réservation sont signés, une fois que le terrain est aménagé, c'est-à-dire que le promoteur a dressé les VRD et autres, respecter les règles d'urbanisme et tout ça, à ce moment-là, le promoteur va construire. Et l'accident de la propriété, il a deux choix. Soit il a les moyens directement de payer sa maison sur fonds propres, son appartement sur fonds propres, son logement sur fonds propres, soit il va avoir recours à un prêt, ce qu'on appelle le crédit acquéreur. Dans ces conditions, la vente finale va se signer chez le notaire le jour où la banque de l'acquéreur aura accordé le prêt. Et alors, à partir de ce jour, on vous remet vos clés et le notaire donne le chèque au promoteur. Mais il y a une grosse difficulté à la matière. Tel que je l'explique, c'est classique, ça paraît simple. Malheureusement, on a pris sur le continent, partout, je vous le dis, les Africains n'ont pas vocation, ils n'ont pas proportion à croire à un investissement sur plan, parce qu'ils n'y croient pas. Tous les Africains sont des symptômes. Ils ne croient pas dans un investissement sur papier. Ils se disent, il faut que je donne ma maison avant de sortir mon argent. Parce qu'ils ont été arnaqués sur plusieurs cieux à tout temps et depuis toujours. Mais ça, c'est surtout aussi, vous les gens de l'immigration, qui subissez ces gens de tracas. À partir de là, il est exigeant au promoteur d'avoir son argent, d'acquérir son terrain, de l'aménager,
de construire. Et une fois qu'on a vu les constructions démarrer, à ce moment seulement, on est capable de débiter de l'argent, on est capable de voir sa banque et dire j'ai vu la maison, voici ce qui se passe, je peux l'acheter. Ça rend les choses hyper difficiles parce que tous les promoteurs n'ont pas les moyens. J'ai envie de dire sur 100 promoteurs, il n'y a que 3 promoteurs qui peuvent raisonner comme ça. 3 promoteurs. Non, j'allais dire 2 parce que j'en connais que 2. En Côte d'Ivoire, on n'a que 2 promoteurs. Parce que depuis 2010, juste après la sortie de la crise, il y a eu une flambée d'investisseurs sur le continent. Qui de l'Espagne, qui de l'Italie, qui du Portugal, qui de la France, d'un peu partout, a venu proposer au gouvernement des financements. Ils ont signé tous les contrats. Ils se sont fait dérouler des tapis rouges. Ils ont fait 3 mois de merveille. En fait, compte, ils ont dit, écoutez, nous on veut des garanties. Et des garanties, ce qu'on appelle les garanties d'État. Les garanties d'État. Alors, voyez-vous que la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Libéria, le Bénin, j'ai presque envie de dire l'Afrique du Sud, mais j'exagérais, peut avoir une garantie financière suffisante pour faire une garantie souveraine? Non. Donc tous ces opérateurs qui, après avoir connu la crise ici de l'immobilier, qui ont tout lâché pour descendre sur le continent en espérant faire revivre leurs affaires, se sont vus désillusionnés parce que les gouvernements n'avaient pas de garantie à leur prix et donc ils ne sont pas répartis. Du coup, tout le développement, tout l'investissement immobilier est bloqué sur le continent. Ça n'avance pas parce que les banques sur place ne sont pas liquides, elles n'ont pas suffisamment de garanties auprès de la Banque mondiale et des institutions de Bretton Woods pour garantir. L'État n'est pas suffisamment crédible pour le moment vu sa fragilité politique pour offrir des garanties souveraines. Il reste donc à trouver les promoteurs. Et je fais appel à tous ceux qui m'écoutent. En Côte d'Ivoire, on a le groupe Alliance, qui est un groupe marocain. Mais on a également le groupe Adoa, qui est également un groupe marocain. Je vous disais que je connais que 2 exemples. C'est que ces 2 exemples. Mais le groupe Alliance est au Maroc. Ils sont en Côte d'Ivoire, mais ils sont également en Guinée-Conakry. Ils sont en Guinée-Conakry. Ils sont également dans un autre pays, j'oublie, excusez-moi. Ils sont en train de s'établir sur la Tunisie. Donc ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. Ce groupe donc a décidé, tout comme le groupe Alliance, tout comme le groupe Adoa, pardon, de prendre la situation en main. Ils sont venus à leur propre argent. Ils ont acquis leur terrain. Ils ont commencé à construire. Ils ont commencé à planter des maisons sociales, des maisons moyennes standards. Et ils sont en train de vous poser la question suivante à tous les Africains. Est-ce que l'Afrique est capable d'absorber le flux de logements que nous sommes en train de construire? Est-ce que l'Afrique subsaharienne, est-ce que les enfants d'Afrique ont suffisamment de force? Est-ce qu'ils ont suffisamment d'intestins pour absorber les logements qu'on est en train de bâtir? Aujourd'hui à Abidjan, le groupe Alliance a acheté des terrains partout dans la périphérie d'Abidjan pour construire des maisons. Ils ont l'argent, ils ont tout. Ils vous demandent juste maintenant de souscrire, de donner votre nom, de donner le nom de votre banque, de manière à ce que à terme, vous puissiez avoir votre logement. Et ils vous disent que vous empruntez au taux ou alors vous remboursez le même montant que vous auriez payé que si vous étiez locataire moyen. Donc vous voyez, c'est un joli message, c'est une bonne nouvelle pour la diaspora qui n'en demandait pas tant et qui attendait depuis longtemps. Le groupe Alliance, le groupe Adoa est dans la région. Ils ont installé une cimenterie énorme qui a cassé le coût du ciment et aujourd'hui les constructions sont en train de partir bon train. Merci beaucoup de votre écoute. Je vous invite en Afrique. J'applaudis Maître Zéhouri, qui nous a proposé cette présentation sur l'évolution du marché de l'immobilier
pays en Afrique. Bien entendu, disponible peut-être sa carte là, si vous voulez avoir plus de renseignements, vous laissez sa carte et bien sûr tous les contacts pour continuer à le joindre. Merci à vous d'avoir participé à cette conférence. J'espère que vous avez pu profiter de ces précieux conseils.